Le véritable champ de bataille est en toi. Pas dans ce qu'on te dit, ni dans ce qu'on te fait, mais dans la façon dont tu réponds à tout cela. La guerre qui compte le plus n'est pas menée à l'extérieur, mais dans le silence de ton esprit, où tes pensées peuvent te sauver ou te détruire. C'est là que se mesure la force d'un homme, non pas dans sa capacité à contrôler le monde, mais dans sa capacité à se contrôler lui-même. Nous vivons entourés de distractions, d'opinions, de désirs qui ne nous appartiennent pas. On nous a appris à lutter contre tout, sauf contre nous-mêmes. Et c'est pourquoi la plupart se perdent dans la quête du pouvoir, sans comprendre que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de dominer son propre esprit. La philosophie stoïcienne l'a dit il y a des siècles. Celui qui contrôle ses pensées contrôle son destin. Il ne s'agit pas de fuir le chaos, mais d'apprendre à rester calme en son sein. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en discipline. La paix intérieure n'est pas passivité, c'est maîtrise. La force n'est pas rigidité, c'est clarté. Et le but n'est pas trouvé à l'extérieur. Il est construit de l'intérieur, jour après jour, pensée après pensée. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases vides. Elle cherche à te rappeler ce que tu as oublié, que le véritable pouvoir naît de l'autodiscipline, que la sérénité est une forme de courage et que la vie ne devient supportable que lorsque tu choisis de te gouverner toi-même. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras que rien ni personne ne peut te retirer ton calme si tu apprends d'abord à être maître de toi. 1. Vive avec vertu. Vivre avec vertu est comme marcher avec une boussole interne au milieu d'une tempête. Peu importe la force du vent ou la confusion du chemin, tant que cette boussole fonctionne, tu ne te perdras jamais. Cette boussole est ton caractère, et la vertu est l'aimant qui la maintient pointée vers le bon nord. Lorsque tu agis avec vertu, tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse ou que les autres te comprennent, car en toi, il y a quelque chose qui sait ce qui est juste, même quand personne d'autre ne le voit. Les stoïciens enseignaient que la vertu n'est pas un luxe moral, mais le cœur de la bonne vie. Cela signifie vivre avec intégrité, faire ce qui est juste même quand cela coûte, et maintenir la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées, et c'est vrai. Si tes pensées sont pures, tes actes le seront aussi. Mais si tu permets à la cupidité, à l'orgueil ou à la peur de diriger ta vie, tôt ou tard tu deviendras esclave de ce que tu nies. Vivre avec vertu, c'est avoir le courage d'être juste quand les autres choisissent le raccourci, c'est tenir parole quand personne ne t'y oblige, c'est être fort sans cesser d'être compatissant. Dans une société où beaucoup font semblant pour s'intégrer, être vertueux est un acte de rébellion. Non pas parce que tu cherches à être meilleur que les autres, mais parce que tu choisis de ne pas te trahir. La vertu te protège de toi-même, de tes impulsions, de cette voix intérieure qui parfois veut t'abandonner ou justifier la facilité. Le monde va constamment te tenter. Il t'offrira des chemins plus courts, des récompenses immédiates, des excuses confortables. Mais le stoïcien sait que ce qui est gagné sans effort est aussi perdu sans valeur. La vertu est la force invisible qui soutient tout le reste. Sans elle, tout succès est vide, tout pouvoir est fragile, toute paix est temporaire. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas d'atteindre de grandes choses, mais de rester droit quand personne ne te regarde. Vivre avec vertu n'est pas un idéal lointain, c'est une pratique quotidienne. Tu t'entraînes lorsque tu choisis de ne pas mentir même si personne ne le remarque. Lorsque tu agis avec humilité alors que tu pourrais te vanter, lorsque tu aides sans attendre de reconnaissance. Chaque petite décision est une bataille gagnée sur ce champ intérieur où se définit qui tu es vraiment. Et même si parfois il semble que vivre avec vertu te laisse seul, la vérité est que tu es accompagné de quelque chose de plus grand. La tranquillité de savoir que ta vie a du poids, un but et une direction. Parce que la vertu, même si le monde ne la comprend pas, finit toujours par être le chemin le plus puissant. 2. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Le chaos de la vie ressemble à une tempête en mer. Tu peux crier contre le vent, maudire les vagues ou essayer de bouger le ciel avec tes mains, mais rien de tout cela n'apaisera la marée.
Ce n'est que lorsque tu prends la barre et acceptes que tu ne peux pas changer la mer, mais bien comment tu navigues dessus, que tu reprends le contrôle. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce qui dépend de toi. La plupart des gens sont esclaves du résultat. Ils se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque quelqu'un n'agit pas comme il le souhaite, lorsque le monde ne suit pas leur plan. Mais la réalité ne se plie pas à tes désirs. Le monde n'est pas là pour te satisfaire. La paix arrive lorsque tu comprends que ton pouvoir ne réside pas dans le changement de ce qui se passe, mais dans la décision de comment tu réagis. C'est la différence entre vivre avec sagesse ou souffrir d'illusions. Les stoïciens répétaient une idée simple mais puissante. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas. Tes pensées, tes actions et tes décisions sont sous ton contrôle. Le reste ne l'est pas. T'accrocher à l'incontrôlable ne génère que de l'anxiété. Essayer de changer les gens, forcer les résultats ou résister au passé est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Peu importe combien tu essaies, le vent soufflera toujours. Mais tu peux ajuster tes voiles. Quand tu apprends à te concentrer sur ce que tu contrôles, la vie devient plus légère. Non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que tu arrêtes de lutter contre des batailles inutiles. Tu arrêtes de te battre contre la réalité et commences à bouger avec elle. Tu te rends compte que la majorité de la souffrance humaine naît de la résistance, pas des circonstances. Ce qui te blesse n'est pas ce qui se passe, mais ton jugement à ce sujet. Cette vérité, bien qu'inconfortable, te libère. Tu ne peux pas contrôler l'économie, les opinions des autres ou les aléas du destin. Mais tu peux contrôler ta discipline, ta réponse et ton approche. Tu peux choisir de ne pas tomber dans la plainte, de ne pas nourrir la colère, de ne pas réagir impulsivement. À ce moment-là, tu reprends le pouvoir. Le véritable contrôle n'est pas de dominer l'extérieur, mais de maintenir la sérénité quand tout devient incontrôlable. Chaque fois que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu renforces ton caractère. Et chaque fois que tu donnes ton énergie à ce que tu ne peux pas changer, tu t'affaiblis. C'est simple. Soit tu gouvernes ton esprit, soit il te gouverne. Les stoïciens le savaient bien et leur paix venait de cette clarté. Alors, la prochaine fois que la vie te secoue, rappelle-toi ceci. Ne lutte pas contre le vent, apprends à l'utiliser. Parce que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. 3. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu ne le protèges pas, n'importe qui peut y entrer. La peur, l'anxiété, le doute, la colère. Et lorsque ces émotions prennent le contrôle, elles s'emparent de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Tu perds ton calme, tu perds ta concentration et tu finis par être l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme enseigne que la liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la maîtrise de cette ville intérieure. Maîtriser ton esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est comprendre, diriger et transformer en force. Chaque pensée a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Ce que tu crois de toi-même devient la base de tes décisions. Si tu répètes que tu ne peux pas, ton esprit trouvera 1000 raisons pour le prouver. Si tu affirmes que tu es capable, tu commences à agir avec détermination. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'esprit est l'architecte de la vie. Si la pensée est faible, le caractère le sera aussi. Mais si la pensée est ferme et disciplinée, rien ne pourra te briser. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais apprendre à rester ferme au milieu de celui-ci. La plupart se laissent emporter par ce qu'ils ressentent à l'instant. Aujourd'hui, ils se lèvent motivés, demain déprimés, après-demain frustrés. Mais la discipline mentale consiste à ne pas dépendre de l'humeur pour agir. C'est se lever et faire ce que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. C'est garder ton calme quand quelque chose te provoque. C'est ne pas réagir impulsivement à une offense. C'est la véritable force. Agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Tu ne peux pas éviter les pensées négatives, mais tu peux décider combien de temps tu les nourris. L'esprit ne se tait pas, mais tu peux lui apprendre à te parler différemment. Si tu l'entraînes, il cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Maîtriser l'esprit est comme entraîner un muscle.
Au début, ça fait mal, puis il se renforce, et finalement, il répond sans effort. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu arrêtes une idée destructive ou que tu changes une croyance limitante, tu forges du caractère. Le problème est que la plupart des gens vivent sans entraîner leur esprit. Ils nourrissent tout ce qui leur procure un plaisir immédiat et fuient tout ce qui exige du contrôle. Ils se distraient, se sabotent, se remplissent de bruit. Mais celui qui apprend à penser clairement devient invulnérable. Non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il ne se laisse pas dominer par elle. Cette personne comprend que les pensées sont comme des chevaux sauvages. Si tu les laisses libres, ils t'emportent. Si tu les prends par la bride, ils t'emmènent où tu décides. Cette distance intérieure est ce qui te donne la paix. La maîtrise mentale ne s'acquiert pas en un jour. Elle nécessite une pratique constante. Commence par observer ce que tu penses au réveil, par diriger ton attention sur ce que tu peux contrôler, par choisir chaque mot que tu te dis. 4. Accepte l'inévitable. La vie est comme le cours d'une rivière. Tu peux essayer d'arrêter son courant, construire des murs pour qu'elle ne change pas de direction ou maudire la force de l'eau. Mais tôt ou tard, cette rivière trouvera son chemin. Accepter l'inévitable ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui, aussi fort que tu le souhaites, ne sont pas sous ton contrôle. La mort, la perte, la trahison, le passage du temps, les circonstances extérieures, tout cela fait partie du flux naturel de l'existence. Résister ne fait que t'entraîner avec plus de force. La souffrance humaine ne provient pas tant de ce qui se passe, mais de la lutte constante contre ce qui est déjà. Nous nous accrochons à la façon dont les choses devraient être, à la façon dont nous aimerions qu'elles soient, et ce choc entre la réalité et l'attente est ce qui nous brise de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation est la base de la sérénité. Non pas parce que tu dois être indifférent, mais parce que tu comprends que tu ne peux pas te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Quand tu acceptes, tu te libères du poids inutile de la résistance. Accepter l'inévitable, c'est regarder en face les vérités que la plupart évitent. La vie n'est pas juste, le temps n'attend pas, les gens changent, et tout ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Mais au lieu d'avoir peur de cela, le stoïcien l'embrasse. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de vivre avec plus de conscience. Parce que quand tu acceptes l'impermanence, tu apprécies davantage ce que tu as. Quand tu comprends que la douleur fait partie du chemin, tu arrêtes de la fuir et tu apprends à la transformer en croissance. L'acceptation n'est pas passivité, c'est pouvoir. C'est la capacité de rester calme, même quand tout s'effondre. C'est répondre avec sagesse au lieu de réagir avec colère. Celui qui accepte l'inévitable ne se brise pas, il s'adapte. Il bouge avec la vie au lieu de se battre contre elle. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais comment tu l'interprètes. Cette interprétation est ce qui définit ta paix. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu reconnais son existence sans te laisser détruire. Tu peux pleurer une perte et continuer à avancer. Tu peux ressentir de la douleur et rester debout. L'inévitable n'attend pas la permission, il arrive. Mais ta réponse détermine si cela te coule ou te renforce. Dans ce choix réside la différence entre un esprit esclave et un esprit libre. Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation, mais ce ne sont pas la même chose. La résignation naît de la peur, l'acceptation de la compréhension. Le résigné se rend parce qu'il ne peut plus. Celui qui accepte continue à marcher parce qu'il comprend que c'est la vie. Cette compréhension te donne un avantage. Tu ne perds plus d'énergie sur l'impossible, tu la concentres sur ce que tu peux transformer. Accepter l'inévitable implique aussi de faire confiance. Faire confiance que tout ce qui se passe, même si ça fait mal, a un but caché qui te pousse à grandir. Tu arrêtes de porter le poids de ce qui ne dépend pas de toi et tu marches plus léger. Tu apprends que chaque fin apporte une nouvelle façon de commencer. L'acceptation est le pont entre la douleur et la sagesse. Et quand tu traverses ce pont, tu découvres que la paix n'est pas dans le changement du monde, mais dans la paix avec lui, même quand il ne correspond pas à tes désirs. 5. Transforme l'adversité. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de ce que vous y mettez.
Si vous jetez du bois, il brûlera jusqu'à se réduire en cendres. Mais si vous jetez du fer, il en ressortira plus fort, plus résistant, plus solide. C'est ainsi que fonctionne l'adversité. Elle n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour vous révéler. Personne ne connaît sa véritable force jusqu'à ce que la vie le mette à l'épreuve. Les stoïciens savaient qu'il n'y a pas de croissance sans difficulté et que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ce que d'autres voient comme un malheur, le sage le voit comme un entraînement. Quand tout semble s'effondrer, vous avez deux options. Vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou apprendre ce que la douleur est venue vous enseigner. Ce choix est ce qui sépare les faibles des forts. L'adversité ne vous demande pas si vous êtes prêt. Elle apparaît simplement. Elle arrive sans prévenir, brise le confort et vous oblige à regarder en face ce que vous évitiez. Mais dans ce chaos, naît aussi quelque chose de nouveau. Si vous y faites face avec calme et courage, la douleur se transforme en pouvoir, la blessure devient sagesse et la peur devient élan. Marc Aurèle a écrit que la difficulté montre à l'homme ce qu'il est. Et il avait raison. L'adversité révèle votre caractère. Si vous vous plaignez, elle montre votre faiblesse. Si vous faites face, elle montre votre force. Si vous remerciez, elle montre votre grandeur. Chaque fois que la vie vous frappe, vous avez l'opportunité de répondre avec plus de clarté, avec plus de tempérance, avec plus de contrôle. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. Elle reflète ce que vous devez encore maîtriser et vous donne la possibilité de forger un esprit plus solide. Transformer l'adversité ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie l'utiliser, apprendre à encaisser le coup et à continuer à marcher. Chaque défi a une leçon cachée qui ne se révèle qu'à celui qui ne fuit pas. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question change tout, car elle transforme la souffrance en un maître au lieu d'une condamnation. La douleur a une fonction. Elle vous brise pour que vous grandissiez, elle vous secoue pour que vous vous réveilliez. Elle vous montre les limites de ce que vous pensiez contrôler. Celui qui évite la douleur évite sa croissance. Le confort prolongé endort l'âme, mais l'adversité la réveille. Chaque difficulté est une opportunité pour renforcer votre esprit, pour fortifier votre esprit et pour vous prouver à vous-même que vous pouvez plus que ce que vous imaginiez. La transformation n'a pas lieu pendant les jours faciles, mais pendant les nuits difficiles. Quand vous vous relevez après une chute, quand vous choisissez de continuer malgré la peur, quand vous décidez de rester calme alors que tout brûle. C'est là que naît le caractère. La vie ne récompense pas la plainte, elle récompense la résilience. Transformer l'adversité est un art qui se maîtrise avec la pratique. Il nécessite de la patience, de l'autocontrôle et une foi inébranlable en votre capacité à résister. Et quand vous apprenez à le faire, quelque chose change pour toujours. Vous cessez de craindre la douleur et commencez à l'utiliser comme un élan. Vous comprenez que chaque coup vous façonne, chaque perte vous enseigne et chaque défi vous prépare à quelque chose de plus grand. Le feu ne détruit pas le fer, il le renforce. Et de même, l'adversité ne détruit pas le sage, elle le transforme. 6. Libère-toi du désir. Le désir est comme une chaîne invisible qui brille au soleil. Elle semble belle, mais reste une chaîne. Elle te lie à ce que tu crois avoir besoin, te rend dépendant de ce que tu n'as pas encore, et te vole la tranquillité pendant que tu le poursuis. Plus tu désires, plus tu te sens vide, car le désir ne cherche pas la satisfaction, il cherche la répétition. À peine obtiens-tu ce que tu voulais, un autre désir apparaît, un autre objectif, un autre manque déguisé. Les stoïciens ont compris que le véritable ennemi de la paix n'est pas le manque, mais la dépendance au désir. La société moderne vit asservie par le besoin de plus. Plus d'argent, plus de validation, plus d'attention. On nous a éduqués à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous possédons ou accomplissons. Mais chaque fois que tu bases ton bonheur sur quelque chose d'extérieur, tu deviens prisonnier de cela. Le désir ne se rassasie pas, il se multiplie. C'est pourquoi plus tu obtiens, plus tu deviens insatisfait. Le stoïcien brise ce cycle en reconnaissant que rien en dehors de lui ne peut lui donner de stabilité. Le pouvoir réside dans le fait de nécessiter moins, pas d'avoir plus.
De libérer du désir ne signifie pas renoncer à tes objectifs, mais lâcher l'obsession du résultat. Tu peux aspirer à t'améliorer sans en faire une addiction. Tu peux travailler pour tes rêves sans dépendre d'eux pour te sentir complet. Cette différence est la ligne entre la liberté et l'esclavage émotionnel. Épictète l'a dit clairement. Ne souhaite pas que les choses se passent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et tu vivras en paix. C'est la racine de la maîtrise intérieure. Le désir est rusé. Il se déguise en motivation, en ambition, voire en amour. Mais si tu le regardes de près, il est presque toujours de la peur. Peur de ne pas être suffisant, peur de perdre, peur de ne pas être vu. Quand tu le reconnais, commence la véritable libération. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de comprendre d'où cela vient. Si tu agis par désir, tu vis dans le manque. Si tu agis par but, tu vis dans la plénitude. Le désir te pousse vers l'extérieur, le but te centre sur l'intérieur. La liberté n'arrive pas quand tu obtiens tout ce que tu veux, mais quand tu peux être en paix, même sans l'avoir. C'est le point où le désir ne te domine plus, parce que tu sais que ta valeur ne dépend de rien en dehors de toi. Les stoïciens vivaient avec peu, non par mépris du matériel, mais parce qu'ils comprenaient que le matériel n'était jamais la source du bonheur. Celui qui maîtrise ses désirs vit avec légèreté. Te libérer du désir, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. C'est arrêter de vivre en courant après ce que tu crois avoir besoin et commencer à apprécier ce que tu as déjà. La tranquillité ne s'achète pas, elle se cultive. Et quand tu cesses de désirer ce que tu n'as pas, tout ce que tu as commence à être suffisant. C'est la véritable richesse, ne pas avoir besoin de plus pour te sentir complet, parce que seul celui qui ne dépend pas du désir peut dire avec certitude qu'il est vraiment libre. 7. Entraîner l'inconfort. Le corps et l'esprit ressemblent à l'acier. Ils se renforcent avec le feu et s'affaiblissent avec le confort. Celui qui évite toute douleur devient fragile. Celui qui s'y expose volontairement devient indestructible. L'inconfort est la salle de sport de l'âme. Chaque fois que vous faites face à quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais que vous savez que vous devez faire, vous entraînez votre force intérieure. La vie ne consiste pas à éviter l'inconfort, mais à apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance. La plupart des gens cherchent refuge dans la facilité, fuyant tout ce qui demande des efforts. Mais le confort prolongé est un piège qui affaiblit l'esprit. Plus vous évitez la douleur, plus vous lui donnez de pouvoir. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour rester forts. Ils dormaient sur le sol, mangeaient avec modération, supportaient le froid, non par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre sans dépendre de rien. C'est ainsi qu'ils entraînaient leur esprit à résister à l'inattendu. Parce que si vous pouvez supporter l'inconfort choisi, vous pourrez supporter celui imposé par la vie. S'entraîner à l'inconfort ne concerne pas seulement le support physique, mais aussi l'émotionnel. Se taire quand vous voulez crier, rester calme quand on vous provoque, continuer quand personne ne vous soutient. Chacun de ces actes vous renforce plus que n'importe quel discours. Le contrôle émotionnel se forge en affrontant ce qui est inconfortable, pas en le fuyant. L'esprit faible recherche le plaisir, l'esprit fort recherche le but. L'inconfort révèle ce qui vous domine encore. Si vous ne pouvez pas être seul, la solitude vous contrôle. Si vous ne pouvez pas dire non, la peur vous contrôle. Si vous ne pouvez pas arrêter une distraction, l'anxiété vous contrôle. Chaque inconfort expose une chaîne interne que vous devez briser. C'est pourquoi les affronter n'est pas une punition, c'est un acte de liberté. Lorsque vous choisissez de sortir de votre zone de confort, vous montrez à votre esprit qui est le patron. Les grandes avancées personnelles ne naissent pas dans les moments de calme, mais dans ceux d'inconfort. Vous grandissez lorsque vous faites ce qui est difficile, lorsque vous affrontez ce qui vous fait peur, lorsque vous choisissez ce qui est juste, même si cela fait mal. C'est la différence entre vivre en victime ou en maître de soi. L'inconfort ne détruit pas, il révèle. Il vous montre de quoi vous êtes fait et combien vous êtes prêt à donner pour devenir votre meilleure version. Vous ne pouvez pas contrôler les épreuves que la vie vous lance, mais vous pouvez vous préparer à les recevoir avec force. Et cette préparation s'appelle discipline.
S'entraîner à l'inconfort est un rappel quotidien que rien ne peut vous briser si vous apprenez à résister. Parce que lorsque vous vous habituez à l'inconfort, vous cessez de le craindre. Et quand vous ne craignez plus la douleur, vous devenez libre. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le chemin vers la véritable paix. Seul celui qui l'affronte avec courage peut marcher dans la vie sans peur, sachant que même au milieu du chaos, son esprit restera ferme. 8. Protège ton temps. Le temps est comme de l'eau dans les mains. Plus tu essaies de le retenir sans conscience, plus il s'échappe rapidement. On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le stocker, on ne peut que l'utiliser avec sagesse. Pourtant, la plupart des gens le donnent sans réfléchir, comme s'il était infini. Ils le gaspillent dans des conversations vides, dans des distractions inutiles, dans des soucis qui ne changent rien. Les stoïciens le savaient bien, celui qui gaspille son temps, gaspille sa vie. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne reviendra pas. Tu peux gagner de l'argent, reconstruire des relations ou recommencer des projets, mais le temps ne revient jamais. Sénèque l'a dit avec dureté. Nous agissons comme si nous allions vivre pour toujours. Mais nous mourrons sans avoir vraiment vécu. Protéger ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton existence. C'est comprendre que la vie est brève et que chaque minute que tu donnes sans but est une minute volée à ce qui aurait pu te faire grandir. Le problème est que l'on nous a appris à dire oui à tout, à répondre à chaque message, à répondre à chaque demande, à accepter chaque engagement même s'il n'a pas de sens. Mais chaque oui que tu donnes à l'ire et le vent est un non que tu donnes à ton but. Les stoïciens vivaient avec clarté. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire l'essentiel. Ne laisse pas le bruit du monde te distraire de ce qui compte vraiment. Protéger ton temps implique aussi de protéger ton esprit. Il ne suffit pas d'avoir des heures libres si tu les remplis de distractions. Tu peux perdre autant de temps à regarder un écran qu'à te perdre dans des pensées qui ne te mènent nulle part. L'attention est la nouvelle monnaie de l'âme. Ce que tes pensées capturent, tes heures le capturent. Et ce que tes heures capturent finit par façonner ta vie. C'est pourquoi le stoïcien choisit à quoi il pense avec le même soin qu'il choisit qui il laisse entrer dans sa maison. Dire non est une forme de liberté. Dire non à ce qui ne te nourrit pas, non à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs, non à ce qui vole ton énergie. Tu n'as pas l'obligation d'être disponible pour tout le monde. Tu as la responsabilité d'être présent dans ta vie. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre celui des autres. Et quand il s'en rend compte, il est trop tard. Le temps ne se négocie pas, il se respecte. Chaque matin est une occasion de décider si tu vas utiliser la journée comme un cadeau ou la gaspiller comme si tu en avais des milliers d'autres. Les stoïciens ont compris que bien vivre ne consiste pas à avoir plus de jours, mais à faire que les jours aient plus de vie. Protège ton temps comme le ferait quelqu'un qui comprend sa valeur. Parce que quand l'horloge s'arrêtera, la seule chose qui comptera ne sera pas combien tu as vécu, mais comment tu as utilisé chaque moment que tu as eu. 9. Vive en harmonie. La vie est comme un orchestre. Chaque personne, chaque situation, chaque moment représente un instrument qui joue à son propre rythme. Tu ne peux pas contrôler toutes les notes ni décider quand elles sonnent, mais tu peux choisir comment jouer les tiennes. Quand tu le fais avec équilibre, le bruit du monde se transforme en musique. Vivre en harmonie ne signifie pas que tout est sous contrôle. Cela signifie que tu apprends à te déplacer au rythme de ce qui se passe sans perdre ton centre. Les stoïciens enseignaient que l'harmonie naît lorsque la raison et la nature agissent conjointement. La nature ne se plaint pas de l'hiver ni de la chaleur, elle ne discute pas avec ce qui est, elle coule simplement. L'être humain, en revanche, lutte contre l'inévitable, cherche toujours à avoir raison et s'agite pour ce qu'il ne peut pas changer. Cette déconnexion entre la réalité et l'esprit est ce qui crée le chaos interne. La paix arrive quand tu arrêtes de résister et commences à couler avec ce que la vie te présente. Vivre en harmonie n'est pas te retirer du monde. C'est apprendre à te déplacer à l'intérieur sans te perdre. C'est garder son calme pendant que tout change. C'est écouter sans réagir avec jugement. C'est accepter sans te résigner. L'harmonie naît de l'équilibre entre l'action et l'acceptation, entre l'effort et la sérénité.
Quand tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour être en paix. Tu as juste besoin de comprendre ta place dans le tout. Marc Aurèle disait que nous faisons partie d'un même organisme, comme les membres d'un corps. Si une partie souffre, tout le corps le ressent. L'harmonie implique de reconnaître cette connexion. Tu ne peux pas vivre en paix si tu gardes de la haine, si tu te déplaces avec ressentiment ou si ton esprit est en guerre avec les autres. Le stoïcien cherche à agir avec justice, non par moralité, mais parce qu'il sait que le déséquilibre en un affecte le tout. La véritable force réside dans le maintien du calme, quel que soit l'environnement, dans la réponse avec raison quand les autres réagissent impulsivement. Vivre en harmonie signifie aussi aligner ce que tu penses, ressens et fais. Quand tes pensées vont dans une direction et tes actions dans une autre, l'esprit se fragmente. Mais quand il y a cohérence, tout coule avec clarté. Cette cohérence se construit en choisissant la vertu au-dessus du plaisir, le but au-dessus de la distraction, le calme au-dessus de la réaction. L'harmonie intérieure ne dépend pas de ce que tu as, mais de comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu ne peux pas contrôler le rythme de la vie, mais tu peux apprendre à danser avec lui. L'harmonie ne se cherche pas dans le silence. Elle se trouve au milieu du bruit quand tu décides de ne pas te laisser emporter par lui. Vivre en harmonie est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Cela signifie accepter que le monde ne sera pas toujours juste, que les gens n'agiront pas toujours bien, mais que tu peux toujours choisir de garder la paix. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir raison, c'est de ne pas perdre son calme. Quand tu y parviens, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient une symphonie dans laquelle enfin tout s'emboîte. 10. Contrôle tes réactions. Les mots, les gestes et les impulsions sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Tu peux t'excuser, essayer de réparer les dégâts ou te justifier, mais ce qui a été dit ne revient pas. Contrôler tes réactions, c'est apprendre à retenir ta main avant de lâcher la flèche. C'est avoir le contrôle de toi-même quand tout en toi veut exploser. La plupart des gens perdent plus à cause d'une réaction impulsive que d'une erreur calculée. Le sage ne réagit pas, il répond. La vie est pleine de provocations. Des personnes qui te défient, des situations qui te frustrent, des imprévus qui interrompent ta tranquillité. Tu ne peux pas empêcher qu'ils se produisent, mais tu peux décider comment les affronter. Chaque réaction excessive est une cession de pouvoir. Quand quelqu'un réussit à te perturber, il te contrôle. Mais quand tu gardes ton calme, l'énergie change. Rien ne déconcerte plus celui qui cherche ta réaction que ta sérénité. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne nie pas l'émotion, il la comprend avant d'agir. Contrôler tes réactions n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand bouger et quand rester immobile. L'esprit réagit par instinct, l'âme répond avec raison. Si tu laisses l'émotion gouverner, tu perdras l'équilibre. Mais si tu la reconnais et choisis ta réponse, tu deviens maître de toi-même. C'est la différence entre un esclave de ses impulsions et un maître de son esprit. Les stoïciens pratiquaient ce contrôle tous les jours. Marc Aurèle écrivait dans son journal avant de se coucher, réfléchissant à la façon dont il avait réagi aux difficultés. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait le progrès. Parce que la maîtrise ne se réalise pas du jour au lendemain, elle s'entraîne à chaque petit moment où tu choisis de ne pas succomber à la provocation. Contrôler tes réactions est un acte de force silencieuse. Personne ne le voit, mais tu le sens. Et ce self-control devient ton bouclier face au chaos. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de crier pour garder leur pouvoir. Le calme déconcerte celui qui attend un conflit. La patience désarme celui qui cherche la bagarre. Quand tu ne réagis pas, tu ne te noies pas dans l'émotion de l'autre. Tu restes ferme, centré, libre. Chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté plutôt qu'avec impulsivité, tu renforces ton esprit. Et avec le temps, ce calme devient ton état naturel, pas une exception. Contrôler tes réactions n'est pas nier ce que tu ressens, c'est le diriger. C'est transformer la colère en fermeté, la tristesse en réflexion, la déception en apprentissage. Chaque émotion a de l'énergie, et si tu apprends à la canaliser, rien ne te domine.
Les stoïciens le savaient, celui qui se contrôle lui-même a déjà gagné la bataille la plus difficile. Parce que la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur toi-même. Et quand tu atteins ce niveau de contrôle, le monde peut trembler, mais tu restes inébranlable. Ton esprit peut être ta prison ou ton terrain d'entraînement. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction construit ou détruit. Et si tu n'apprends pas à la gouverner, quelqu'un d'autre le fera pour toi, la peur, la culpabilité, l'anxiété ou l'opinion des autres. La reconstruction mentale n'est pas une jolie idée. C'est une guerre interne où seuls survivent ceux qui osent se regarder sans filtre et affronter ce qui fait mal. Nous vivons à une époque où le bruit domine. Tout le monde parle, donne son avis, exige, mais peu de gens pensent. Les gens répètent des phrases creuses sur le calme et l'équilibre, mais ne supportent pas une minute de silence avec leur propre esprit. C'est pourquoi ils sont fatigués, fragmentés, brisés de l'intérieur. L'esprit devient un champ de bataille constant, où les pensées négatives attaquent sans pitié et les émotions instables détruisent toute tentative de clarté. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui cherchent la force. Ici, tu ne vas pas fuir le chaos, tu vas le traverser en pleine conscience. Chacune des 10 lois que tu connaîtras sera une étape pour te reconstruire, maîtriser ton dialogue intérieur, remettre en question chaque pensée, contrôler ta réaction, te déconnecter du bruit, utiliser la douleur comme entraînement, protéger ta paix, apprendre à lâcher prise, être ton propre gardien mental, faire du silence ton bouclier et reprogrammer ton esprit avec un but. Ne cherche pas le soulagement, cherche le pouvoir. Le type de pouvoir qui ne se crie pas, qui ne se vante pas, mais qui se ressent dans le silence d'un esprit qui ne s'effondre plus pour rien. Parce que se reconstruire, ce n'est pas redevenir celui d'avant, c'est devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de se briser à nouveau. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. Ton esprit est comme une salle pleine de voix. Certaines chuchotent, d'autres crient, et parmi ce bruit mental, ton destin est décidé. Chaque pensée que tu permets de rester devient une brique dans la forteresse ou une fissure qui l'affaiblit. Si tu ne contrôles pas ce que tu te dis, tu seras la victime de l'ennemi le plus silencieux qui existe, ton propre dialogue intérieur. C'est cette voix qui te fait douter lorsque tu es sur le point d'avancer, qui te rappelle les erreurs au lieu des réussites, qui répète les vieilles histoires comme si elles définissaient encore qui tu es. Et tant que tu n'apprends pas à la maîtriser, tu n'auras le contrôle sur rien. Les gens croient que leurs pensées sont des vérités, mais en réalité, ce sont des habitudes mentales, des reflets du passé, des échos de blessures non résolues. Cette voix intérieure n'est pas toujours la tienne. Souvent, c'est la somme de ce que tu as entendu des autres, critiques, comparaisons, jugements, des mots qui se sont enfoncés et que tu répètes aujourd'hui comme s'ils étaient les tiens. C'est pourquoi la première étape pour reconstruire l'esprit est de nommer ces voix, d'identifier d'où elles viennent et de décider lesquelles restent et lesquelles partent. Parce qu'un esprit libre n'est pas celui qui pense moins, mais celui qui pense clairement. Maîtriser ton dialogue intérieur ne signifie pas éliminer les pensées négatives, mais les observer sans les laisser prendre le contrôle. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce que nous pensons, mais ce que nous choisissons de croire de ces pensées. Chaque fois qu'une idée destructive apparaît, tu as 2 options, la nourrir ou la défier. Si tu la nourris, elle grandira et prendra le contrôle de tes émotions. Si tu la défies, elle perdra de sa force. De dire « je ne peux pas » est un ordre direct à ton esprit pour abandonner. Mais dire « je verrai comment le faire » est une invitation au pouvoir. Ton esprit répond au langage que tu utilises. C'est pourquoi chaque mot que tu prononces mentalement est une graine qui te renforce ou te détruit. Commence à remarquer les phrases automatiques que tu répètes tous les jours. Je ne suis pas assez, je n'ai pas de chance, il est trop tard, ce n'est pas pour moi. Chacune d'elles devient un obstacle invisible qui sabote ton avancement. La maîtrise intérieure commence lorsque tu arrêtes de te parler comme un ennemi. Ton dialogue intérieur doit être celui d'un allié, pas celui d'un bourreau. De parler avec respect n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie mentale. Personne n'avance si son esprit sabote son chemin.
Alors, surveille tes pensées comme un gardien à la porte d'une forteresse. Ne laisse pas entrer des idées qui ne te servent pas. N'écoute pas des voix qui ne t'appartiennent pas et ne permets pas à ton esprit de te parler sur un ton que tu n'accepterais de personne d'autre. La maîtrise du dialogue intérieur ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle se travaille avec patience et conscience, transformant chaque pensée en un outil de pouvoir. Quand ta voix intérieure s'aligne avec ton but, le bruit extérieur cesse d'avoir de l'importance. Parce qu'il n'y a plus personne d'autre en toi essayant de te faire tomber. Il ne reste que toi, clair, concentré et en contrôle. C'est le premier pas vers la reconstruction mentale. Faire de ton esprit un allié et non un champ de bataille, et tu dois le comprendre. 2. Remets en question chaque pensée. L'esprit est comme un narrateur qui ne se tait jamais. Il te raconte des histoires, invente des raisons, fabrique des peurs et les déguise en vérité. Le problème n'est pas ce qu'il dit, mais que tu crois tout ce qu'il dit. Il te répète que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que les choses vont mal se passer, et tu acquiesces sans vérifier si cela a un sens. Mais la plupart des pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Ce sont des versions déformées de la réalité qui naissent de la peur, du passé et de l'habitude. Si tu n'apprends pas à remettre en question ce que ton esprit te dit, tu vivras dans une réalité qui n'existe pas. Chaque pensée est comme un morceau d'information qui entre dans ton système, mais si tu ne filtres pas, tu te remplis de déchets mentaux. Et le plus dangereux, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si tu répètes quelque chose de nombreuses fois, cela devient une croyance. C'est pourquoi tant de gens vivent enfermés dans des limites mentales qui n'ont jamais existé. Ils croient qu'ils ne peuvent pas changer, que l'échec définit leur valeur ou qu'ils ont besoin d'approbation pour se sentir complets. Ce que tu penses au quotidien devient ta façon de voir le monde. Et si tu ne maîtrises pas ce filtre, le filtre te maîtrise. Remettre en question chaque pensée ne signifie pas douter de tout, mais avoir la discipline d'analyser combien est utile ce qui passe par ta tête. Quand ton esprit dit « je ne suis pas capable », demande-toi « sur quoi je me base pour le croire ?» Quand il pense « ça va mal se passer », questionne « quelle preuve ai-je » Quand il surgit « je ne mérite pas ça », réponds « qui m'a fait croire ça et pourquoi je continue à le porter ?» Ce processus d'analyse mentale brise le pilote automatique. Il commence à séparer ce qui est une émotion passagère de ce qui est vraiment important. Les stoïciens savaient que tu ne peux pas choisir ce que tu penses, mais tu peux choisir comment tu réagis à ces pensées. La différence entre un esprit libre et un esprit esclave réside dans la distance entre l'idée et la réponse. Si tu réagis sans questionner, l'émotion gouverne. Si tu observes et choisis, tu gouvernes. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les évalue. C'est là le véritable pouvoir. À partir d'aujourd'hui, ne crois pas tout ce que ton esprit dit. Traite-le comme un outil, non comme une autorité. Quand tu commences à douter de ce que tu croyais incontestable, l'esprit s'affaiblit et tu te renforces. C'est inconfortable, oui, parce que cela signifie rompre avec les histoires qui t'ont maintenu en sécurité, mais aussi stagner. Penser clairement, ce n'est pas penser plus, c'est penser mieux. Remettre en question chaque pensée, c'est nettoyer le terrain avant de construire. Si la base de ton esprit est faite de mensonges, aucune forteresse ne durera. Commence à examiner tes idées comme si elles étaient des étrangers frappant à la porte. Certaines peuvent rester, mais la plupart doivent partir. Ce n'est qu'ainsi que tu arrêteras de vivre en réagissant à une vieille vidéo et commenceras à écrire la tienne avec lucidité, force et direction. 3. Contrôle ta réaction, pas le monde. Il y a des gens qui pensent que la vie les attaque, mais en réalité, ce qui les détruit n'est pas ce qui se passe, mais comment ils réagissent. C'est comme être au milieu d'une tempête et blâmer le ciel de te mouiller, alors qu'en réalité, tu peux choisir de courir, de te réfugier ou simplement de laisser la pluie tomber sans perdre ton calme. La véritable liberté commence lorsque tu comprends que le monde ne va pas s'adapter à tes attentes et que la seule partie que tu peux contrôler est toi-même. Chaque jour, tu fais face à des situations qui échappent à ton contrôle. Quelqu'un t'offense, quelque chose tourne mal, un plan est ruiné, quelqu'un ne tient pas sa promesse.
La réaction automatique est de te mettre en colère, de te frustrer ou de te sentir victime. Mais cette réaction est ce qui te fatigue le plus, pas l'événement en lui-même. Plus tu essayes de contrôler l'extérieur, plus tu t'éloignes de la paix intérieure. La vie ne demande pas ton autorisation pour changer de cap, et chaque fois que tu prétends la dominer, tu finis par perdre le contrôle sur toi-même. Le stoïcisme enseigne que la force d'une personne ne se mesure pas par le nombre de choses qu'elle peut contrôler, mais par le nombre de choses qu'elle peut accepter sans se briser. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de rediriger ton énergie là où elle a vraiment un effet. Si tu concentres ton pouvoir sur tes réactions, rien d'extérieur ne pourra te manipuler. Si en revanche, tu le gaspilles en essayant de rendre le monde juste, gentil ou prévisible, tu te condamnes à une frustration éternelle. La plupart des gens réagissent sans réfléchir. Quelqu'un les contredit et ils explosent. Quelque chose est retardé et ils désespèrent. Une opinion les blesse et ils s'effondrent. Mais la réaction impulsive est toujours coûteuse, parce que chaque fois que tu perds le contrôle, tu donnes du pouvoir. Le calme n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand lâcher prise, quand se défendre et quand laisser la vie parler d'elle-même. Pense aux fois où ta réaction a aggravé ce qui était déjà difficile. Cette discussion qui s'est prolongée parce que tu n'as pas voulu céder, cette décision prise en colère que tu as ensuite regrettée, cet élan qui t'a fait dire des choses qui ne reflétaient pas qui tu es vraiment. Réagir sans conscience, c'est permettre au chaos de diriger ta vie. Te contrôler n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Quand tu arrives à rester ferme face au désordre, quelque chose en toi change. Tu découvres que tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles externes pour te sentir en paix. Le véritable contrôle est invisible. Il se produit à l'instant où tu respires profondément au lieu d'exploser, au moment où tu choisis d'observer plutôt que de réagir. Et ce choix, bien qu'il semble petit, est ce qui définit ta force. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux décider comment l'affronter. Laisse les autres perdre la tête s'ils le veulent, pas toi. Le calme sera ta stratégie, l'autocontrôle ton bouclier et la clarté ton arme. Parce que lorsque tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ta vie. Tout le reste, simplement, cesse d'avoir du pouvoir sur toi. 4. Déconnecter du bruit mental. L'esprit est comme une pièce pleine de téléviseurs allumés en même temps. Chacun transmet une préoccupation, une comparaison, un doute ou une voix externe qui donne son avis sur ce que vous devriez faire. Le résultat est la confusion, l'épuisement et une sensation constante de ne pas être en contrôle. La plupart des gens vivent ainsi, avec tellement de bruit interne qu'ils ne savent plus quelle pensée leur appartient et laquelle a été imposée par les autres. C'est pourquoi se déconnecter n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à le faire taire pour pouvoir vous écouter à nouveau. Le bruit mental ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est vous-même qui répétez ce que la peur dit, ce que l'anxiété imagine, ce que le passé a laissé graver. Ces voix se mélangent en un murmure continu qui vole l'énergie, la clarté et la présence. Vous ne pouvez pas avoir un esprit fort si vous vivez dans un chaos de pensées qui ne s'arrête pas. C'est pourquoi la première étape est de réaliser que toutes les pensées ne méritent pas votre attention. Certaines idées doivent être écoutées, d'autres doivent être ignorées, et beaucoup doivent être éliminées sans culpabilité. Se déconnecter du bruit mental est un exercice de force, pas d'évasion. Cela signifie avoir le courage d'arrêter le flux constant de stimuli qui vous bombardent quotidiennement. Les réseaux sociaux, les actualités, les opinions des autres, les attentes familiales, tout contribue à ce bruit. Mais le silence n'apparaît pas par hasard. Il est construit avec des limites. Si vous ne décidez pas quand éteindre le monde ne cessera jamais de vous crier dessus. Le calme ne se trouve pas, il se protège. Apprenez à reconnaître quand votre esprit est saturé. Si vous ne pouvez pas vous concentrer, si tout vous irrite ou si vous ressentez une anxiété constante, ce n'est pas parce que le monde va mal, c'est parce que vous êtes surstimulé. Dans ces moments, se déconnecter n'est pas une option, c'est une nécessité. Éteignez le téléphone, sortez vous promener, respirez, observez sans analyser, ressentez sans juger. Lorsque vous réduisez le bruit,
l'esprit se réinitialise. C'est comme nettoyer un verre embué. Ce qui semblait flou devient clair. Se déconnecter du bruit mental ne vous rend pas insensible, cela vous rend lucide. La clarté ne naît pas de l'excès, mais de l'équilibre. Et lorsque vous parvenez à créer cet espace intérieur, vous ne réagissez plus à la hâte, vous ne pensez plus par impulsion, vous ne cherchez plus de validation. Vous êtes juste là, présent, conscient et tranquille. Dans ce silence, vous découvrez ce qui a toujours été caché sous le chaos, votre pouvoir de décider, de penser avec intention et de vivre sans bruit. Parce que celui qui maîtrise le silence intérieur maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. 5. Utilise la douleur comme entraînement. La douleur est comme le feu. Si tu ne la comprends pas, elle te brûle. Mais si tu apprends à l'utiliser, elle forge ton caractère. La plupart des gens fuient la douleur comme si c'était un ennemi. Mais ceux qui comprennent la vie savent qu'elle est un maître déguisé. Il n'y a pas de croissance sans inconfort, ni de force sans blessure. Chaque coup, chaque perte, chaque déception que tu as affrontée t'a entraîné, même si tu ne le savais pas. Ce qui t'a fait mal n'est pas venu pour te détruire, mais pour t'apprendre ce que tu avais encore besoin de renforcer. L'être humain cherche le plaisir et évite la souffrance, c'est naturel, mais cette recherche constante de confort crée des esprits fragiles. Ceux qui refusent de ressentir la douleur finissent par être contrôlés par elle. Tu ne peux pas échapper à l'inévitable, mais tu peux décider de ce que tu feras avec ce qui te touche. Certains se noient dans l'auto-apitoiement, d'autres transforment chaque blessure en une opportunité de devenir plus sage, plus fort, plus conscient. La différence entre les deux ne réside pas dans ce qu'ils ont vécu, mais dans la façon dont ils y ont répondu. Le stoïcisme enseigne que la douleur n'est pas le problème, mais l'interprétation que tu en fais. Si tu penses que souffrir te rend victime, tu le seras. Si tu comprends que souffrir te forme, tu te transformes. L'esprit qui ne cherche que le plaisir n'apprend pas à résister, et sans résistance, il n'y a pas de force. Chaque défi que tu relèves te donne la possibilité de durcir ton âme sans perdre ton humanité. Car le véritable pouvoir ne se mesure pas à combien tu peux jouir, mais à combien tu peux supporter sans te briser. La douleur révèle qui tu es. Quand tout va bien, n'importe qui peut sembler fort, mais quand le sol s'effondre, c'est là que se voit ton véritable tempérament. Tu peux l'utiliser pour te détruire ou pour te reconstruire. Tu peux la transformer en ressentiment ou en clarté. Si tu l'affrontes avec conscience, chaque cicatrice devient une preuve de ton évolution. L'esprit se renforce quand il apprend à supporter le poids de l'inconfort sans le fuir. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de comprendre que chaque coup a une leçon cachée. Quand la vie te pousse à la limite, ne demande pas « pourquoi moi ?», demande « qu'est-ce que cela veut me montrer ?» Cette différence de perspective change tout. La première question t'affaiblit, la seconde te donne du pouvoir. Accepter la douleur ne signifie pas se rendre à elle, cela signifie décider que tu vas l'utiliser pour grandir, pas pour rester stagnant. Chaque fois que tu surmontes quelque chose que tu croyais impossible, quelque chose en toi se recalibre. Ta tolérance augmente, ta perspective s'élargit, ton esprit devient plus discipliné. Et ainsi, petit à petit, la douleur cesse de te faire peur. Tu ne la vois plus comme un châtiment, mais comme un signe que tu évolues. S'entraîner avec la douleur, c'est choisir de ne pas abandonner, c'est marcher avec des cicatrices, mais la tête haute. Parce que la douleur ne disparaît pas, elle se transforme. Et quand tu apprends à la transformer, rien ni personne ne peut te briser à nouveau. 6. Protège ta paix comme un guerrier. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec calme. La paix intérieure est le territoire le plus précieux que tu peux avoir. Et chaque jour, il y a des forces qui tentent de l'envahir. Le stress, les gens conflictuels, la précipitation, les nouvelles, les attentes des autres. Si tu n'apprends pas à défendre ton esprit, tu finis par t'épuiser à lutter pour tout, sauf pour toi. La véritable guerre n'est pas à l'extérieur. Elle consiste à rester centré lorsque tout autour de toi cherche à t'entraîner dans le chaos.
Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde, mais savoir choisir ce qui vaut la peine de t'impliquer. La plupart dépensent leur énergie dans des discussions vaines, à prouver quelque chose, à répondre à des provocations qui ne changent rien. Mais un guerrier n'attaque pas chaque bruit qu'il entend. Il observe, analyse et n'agit que lorsque c'est nécessaire. C'est la différence entre la force et la réaction. Si chaque mot ou geste te perturbe, tu ne maîtrises pas encore ton territoire intérieur. L'esprit a besoin de limites, tout comme un royaume a besoin de murs. Si tu ne les établis pas, n'importe qui peut entrer et perturber ton équilibre. Si tu laisses les opinions, les drames ou la négativité des autres envahir ton espace mental, tu perdras en clarté et en direction. Tout ne mérite pas ton attention. Tous les conflits ne sont pas les tiens. Tous les commentaires n'ont pas besoin d'une réponse. Apprendre à ne pas répondre est une forme d'intelligence émotionnelle. Le silence n'est pas toujours une reddition, c'est souvent du contrôle. Le stoïcisme enseigne que la paix ne se négocie pas, elle se protège. Il ne s'agit pas de vivre sans problème, mais de ne pas laisser les problèmes te dominer. Rester serein n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu gagnes une bataille invisible. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être en paix, tu as juste besoin d'arrêter de céder ton pouvoir à tout ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine que ton esprit est une forteresse au milieu de la tempête. Les tonnerres peuvent gronder, le vent peut frapper, mais c'est toi qui décides si tu les laisses entrer ou non. Chaque fois que tu dis « ceci ne m'appartient pas », tu fermes une porte au désordre. Chaque fois que tu choisis de respirer avant de répondre, tu réaffirmes que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Chaque fois que tu choisis de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, tu gagnes plus de terrain en toi. Protéger ta paix est un acte de discipline, pas d'égoïsme. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ni de la justifier. Seul celui qui a perdu son calme comprend sa valeur. N'attends pas que le chaos te consume pour commencer à construire tes limites. Défends ton espace mental avec la fermeté de celui qui sait que sans paix, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de but, et sans but, il n'y a pas de force. Le calme est ton épée la plus tranchante, et la sérénité ton meilleur bouclier. Parce qu'au final, celui qui maîtrise sa paix n'a pas besoin de gagner aucune autre guerre. 7. Apprends à lâcher prise sans peur. S'accrocher, c'est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Plus tu fais d'efforts pour ne pas la perdre, plus elle te fait mal. Mais lâcher prise n'est pas abandonner. C'est comprendre qu'il y a des choses, des personnes et des étapes qui ont déjà rempli leur but. L'esprit se détruit lorsqu'il s'accroche à ce qui n'est plus aligné avec sa croissance. Apprendre à lâcher prise sans peur est l'une des formes les plus pures de liberté mentale, car tant que tu vis en retenant ce qui est déjà terminé, il n'y aura pas de place pour le nouveau. Lâcher prise fait mal parce que cela implique d'accepter que quelque chose a changé. Et l'ego déteste accepter le changement. Il aime le contrôle, la certitude, l'habitude. Cependant, le changement est l'essence même de la vie. Tout se transforme, tout passe, et résister à cela ne génère que de la souffrance. Ce qui était nécessaire hier peut être un fardeau aujourd'hui. Ce qui t'a donné de la force hier peut drainer ton énergie aujourd'hui. Savoir quand rester et quand partir est une forme de sagesse qui s'apprend avec l'expérience, les chutes et l'honnêteté. Le stoïcisme enseigne que rien ne nous appartient vraiment, ni les choses, ni les personnes, ni les moments. Tout ce que tu as est un prêt temporaire. Quand tu comprends cela, la perte cesse d'être une tragédie et devient un rappel de ce que tu peux vraiment contrôler, ta réaction face à l'inévitable. Lâcher prise, c'est accepter sans résistance, regarder ce qui a été avec gratitude et avancer avec sérénité. Tu ne peux pas te reconstruire si tu continues à t'accrocher à ce qui t'a détruit. Parfois, ce qui te coûte le plus à laisser n'est pas une personne, mais une ancienne version de toi. Celle qui supportait trop, qui se contentait de moins, qui se définissait par ses blessures. Laisser cette identité derrière soi fait aussi mal, parce que la douleur est devenue une partie de ton histoire. Mais si tu ne lâches pas, tu resteras coincé dans le même cycle déguisé en nouveauté. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est libérer. C'est permettre au flux de la vie de te mener là où tu appartiens vraiment,
pas là où la peur veut te maintenir. La peur de lâcher prise vient de l'illusion du contrôle. Nous croyons que si nous nous accrochons, quelque chose changera, mais la vérité est que rien ne change depuis la résistance. La transformation se produit lorsque tu oses laisser de l'espace vide, lorsque tu fais confiance au fait que ce qui part ouvre la voie à quelque chose de plus aligné avec ta croissance. Le silence qui reste après avoir lâché prise n'est pas un vide, c'est le calme. C'est le son de ton âme qui respire à nouveau après tant de bruit. Apprendre à lâcher prise sans peur n'est pas une leçon que l'on apprend une fois, c'est une habitude de vie. Il faut du courage pour fermer des portes sans attendre d'applaudissements, de la foi pour avancer sans garantie et de la maturité pour comprendre que tout ce qui se termine te prépare à quelque chose de mieux. Lorsque tu réussiras à le faire, tu découvriras que rien de ce qui est parti n'était vraiment à toi, et rien de ce qui est à toi n'aura besoin de chaînes pour rester. Lâcher prise, c'est le pouvoir, et celui qui sait lâcher prise ne se perd jamais. 8. Sois ton propre gardien mental. L'esprit est comme une forteresse au milieu d'un territoire en guerre. Chaque jour, des pensées, des stimuli et des émotions cherchent à entrer. Certains sont des alliés, d'autres des ennemis déguisés. S'il n'y a pas de gardien à la porte, n'importe quelle idée peut s'infiltrer et prendre le contrôle. Être ton propre gardien mental ne signifie pas vivre sur la défensive, mais développer la conscience nécessaire pour décider quelles pensées méritent de rester et lesquelles doivent être expulsées sans hésitation. La plupart des gens vivent en laissant la porte ouverte. Ils permettent à la peur, à la comparaison, à la culpabilité ou à l'opinion d'autrui d'entrer sans résistance. Et une fois à l'intérieur, ces idées se multiplient, s'installent et construisent leur propre royaume en toi. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas le monde qui les épuise, c'est le manque de contrôle sur leur propre espace mental. Tu ne peux pas vivre en paix si n'importe quelle pensée peut irruption et commander sur toi. Être le gardien de ton esprit implique d'observer sans te laisser posséder par ce que tu penses. Toute pensée ne mérite pas d'attention, ni toute émotion ne mérite une réponse. L'esprit génère des milliers d'idées par jour, mais seules quelques-unes ont une valeur réelle. Si tu ne formes pas ton discernement, tu finiras par agir dans la confusion. La clé est de devenir un observateur lucide, ce point de conscience qui regarde les pensées passées comme des nuages. Tu ne les nies pas, tu ne les réprimes pas, tu choisis simplement lesquelles restent. Le stoïcisme enseigne que la véritable maîtrise commence par la pensée. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler le filtre avec lequel tu le perçois. Chaque idée que tu acceptes devient une graine. Sème des pensées de peur, tu récolteras de l'anxiété. Sème des pensées de force, tu récolteras de la clarté. Ce que tu nourris grandit. C'est pourquoi être ton propre gardien est un acte de discipline constante, une vigilance silencieuse qui maintient l'esprit propre de toute contamination émotionnelle. Parfois, ce gardien doit être impitoyable. Il doit fermer la porte même à des pensées qui semblent inoffensives, mais qui, si on les laisse entrer, finissent par éroder ta stabilité. Des pensées comme « je ne vaux pas grand-chose »,« peut-être que je ne suis pas capable »,« qu'est-ce qu'ils penseront de moi ?» Chacune d'elles est un espion de l'autosabotage. Lorsque tu les identifies, élimine-les avec détermination. Pas avec peur, mais avec clarté. Être ton propre gardien mental n'est pas une tâche occasionnelle, c'est un mode de vie. Cela signifie avoir l'autorité de décider ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste. Lorsque cette discipline devient naturelle, tu n'es plus la victime de tes pensées, mais leur architecte. Ton esprit devient un lieu sûr, solide et clair. Et dans un monde où tout le monde cherche un refuge à l'extérieur, tu auras appris à le trouver à l'intérieur. 9. Fais du silence ton bouclier. Le silence est comme l'acier trempé, invisible mais résistant. Dans un monde qui valorise plus le bruit que la réflexion, le silence est devenu une forme de pouvoir que peu de personnes maîtrisent. La plupart ont besoin de parler, de donner leur avis ou de réagir pour se sentir présents. Mais les esprits forts savent que le silence n'est pas une absence, mais une stratégie.
C'est l'espace où les émotions se rangent, les pensées s'éclaircissent et les décisions deviennent plus sages. Celui qui apprend à utiliser le silence cesse d'être l'esclave de l'impulsion et commence à agir depuis le contrôle. Le silence ne signifie pas toujours faire taire la voix extérieure, mais apprendre à calmer le bruit intérieur. C'est arrêter de répondre à chaque provocation, à chaque peur, à chaque pensée qui exige une attention immédiate. Lorsque tu ne maîtrises pas le silence, tu finis par t'épuiser à réagir à tout. Tu deviens quelqu'un qui vit en mode défense, répondant à ce qui ne mérite pas ton énergie. Mais lorsque tu fais du silence ton bouclier, tu te rends compte que tout ne nécessite pas une réponse, et que ne pas réagir est aussi une forme de victoire. Le stoïcisme enseigne que l'esprit ne peut être libre s'il ne sait pas être en quiétude. Les sages anciens comprenaient que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans la retenue. Le silence n'est pas un vide, c'est un état de présence totale. Lorsque tu apprends à rester calme au milieu du chaos, tu commences à voir clairement ce que l'émotion déformait auparavant. Le silence te donne du temps pour réfléchir, et le temps est l'arme la plus puissante contre l'impulsivité. Souvent, le silence sauve des relations, évite des erreurs et protège ton énergie. Combien de fois as-tu réagi impulsivement pour ensuite souhaiter avoir attendu quelques minutes de plus? Combien de disputes auraient pu se terminer si tu avais simplement choisi de ne pas répondre? Tout ne mérite pas ta parole, car toute situation ne mérite pas ta paix. Parler sans but est perdre de l'énergie, et chaque mot inutile est une fuite de force mentale. Pratiquer le silence ne te rend pas faible, il te rend imprévisible. Celui qui parle tout le temps devient prévisible. Celui qui se tait observe, et celui qui observe comprend. Le silence te donne un avantage, car pendant que les autres s'épuisent dans le bruit, tu conserves ton pouvoir. Cette réserve de calme est celle qui te permet d'agir avec précision, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la stratégie. Faire du silence ton bouclier n'est pas te retirer du monde. C'est savoir quand participer et quand préserver ton esprit. C'est comprendre que la réaction rapide n'est pas toujours la bonne réponse. C'est choisir la paix avant l'orgueil, la clarté avant le chaos. Lorsque tu apprends à taire ce qui n'ajoute rien, à observer ce que les autres ignorent et à rester ferme sans élever la voix, tu deviens inébranlable. Car celui qui maîtrise le silence, maîtrise l'espace entre la pensée et l'action. Et dans cet espace naît tout véritable pouvoir. 10. Reprogramme ton esprit avec intention. Chaque jour est comme allumer un programme qui fonctionne en arrière-plan. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais leur esprit fonctionne avec le même système de pensée avec lequel il a été créé des années auparavant. Il répète les mêmes réponses, réagit de la même manière face à la peur, revient aux mêmes habitudes, puis se demande pourquoi rien ne change. Reprogrammer ton esprit n'est pas effacer le passé, c'est mettre à jour la façon dont tu interprètes la vie. C'est nettoyer les vieux fichiers qui ne servent plus et les remplacer par de nouveaux modèles qui te poussent au lieu de te freiner. Ton esprit est malléable, mais aussi résistant au changement. Il est conçu pour conserver de l'énergie. C'est pourquoi il préfère ce qu'il connaît, même si cela fait mal, plutôt que ce qui est nouveau et inconfortable. C'est là que se trouve le piège. Tu t'habitues à souffrir parce que la souffrance te semble familière. C'est pourquoi la reprogrammation exige de la conscience et de la discipline. Il ne suffit pas de dire « je veux changer », tu dois agir comme quelqu'un qui a déjà changé. Chaque pensée répétée devient une instruction. Si chaque matin tu te réveilles en répétant « je ne peux pas », ton esprit obéira. Si tu commences la journée avec une pensée d'intention, ton esprit commencera à travailler en ta faveur. Le stoïcisme enseigne que l'esprit ne se domine pas par la force brute, mais par la direction. Tu ne peux pas éliminer les pensées négatives, mais tu peux éduquer ton esprit à ne pas rester coincé en elles. Changer le dialogue interne est comme entraîner un muscle. Il nécessite de la constance et de la répétition. Chaque fois que tu choisis une pensée plus utile, tu réécris ta programmation mentale. Il ne s'agit pas de penser positivement, mais de penser avec sens. L'esprit obéit à ce que tu lui donnes comme référence. Si tu nourris le chaos, il projettera le chaos.
Si tu lui donnes de la clarté, il créera de la stabilité. Commence par observer tes routines mentales. Que penses-tu au réveil? Que te dis-tu quand tu échoues? Quelle histoire répètes-tu quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères? Ces réponses sont tes lignes de code mental. Modifie-les. Remplace « cela m'arrive toujours » par « cette fois je ferai quelque chose de différent ». Remplace « je ne suis pas assez » par « je suis encore en train d'apprendre ». Ces petites modifications répétées avec intention changent la structure de tes pensées et donc la façon dont tu perçois la réalité. La reprogrammation n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien. L'esprit essaiera toujours de revenir à l'ancienne voie, mais c'est là que ton intention entre en jeu. C'est la boussole qui te maintient stable. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu résisteras à la tentation de revenir en arrière. Un esprit sans intention est un terrain fertile pour la confusion, mais un esprit guidé par une direction ne se rend pas face à la difficulté. Reprogrammer ton esprit avec intention signifie arrêter de vivre par réaction et commencer à vivre par conception. C'est prendre le contrôle du système, non pas pour éliminer les erreurs, mais pour les transformer en apprentissage. Chaque pensée peut être un ordre ou un outil, et c'est toi qui décides lequel elle sera. Lorsque tu y parviendras, tu ne seras plus le même qu'avant. Tu auras cessé de survivre pour commencer à te construire avec intention, conscience et force intérieure. Parce que l'esprit bien entraîné n'est pas un ennemi. C'est le meilleur allié que tu peux avoir. Quand quelqu'un qui t'a blessé recommence à t'écrire, il ne cherche pas à clore un cycle. Il tâte le terrain pour voir s'il peut encore te contrôler. Ce message déguisé en « comment vas-tu » n'est pas de la tendresse, c'est un test. Une façon de mesurer si tu es toujours vulnérable, s'il peut encore manipuler tes émotions rien qu'en apparaissant. Et si tu réagis, c'est ton esprit qui perd, pas ton cœur. Parce que chaque fois que tu réponds, tu lui confirmes que son pouvoir est toujours intact. Le véritable contrôle n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas répondre. Garder son calme quand quelqu'un essaie de te provoquer est un acte de force que peu de gens maîtrisent. Parce que pendant qu'ils attendent ton impulsion, tu apprends à la maîtriser. Le silence, bien utilisé, n'est pas une indifférence vide. C'est une stratégie. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Tu n'as plus accès à moi ». Cette vidéo est un avertissement, mais aussi une leçon. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. De comprendre que l'amour ne manipule pas, que l'absence ne se récompense pas par l'attention et que celui qui te cherche après être parti le fait rarement par respect. S'ils avaient vraiment changé, ils n'auraient pas besoin de te tester. Nous allons parler de l'autocontrôle, du pouvoir qui naît lorsque tu décides de ne pas réagir, de comment le silence peut être ta défense la plus intelligente. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que quand tu apprends à garder ton calme face à celui qui essaie de te déstabiliser, tu ne joues plus son jeu, tu joues le tien. 1. Silence mortel. Il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. C'est comme un duel où l'un crie désespérément pour attirer l'attention et l'autre observe simplement, serein, pendant que le silence fait son travail. Le silence n'a pas besoin d'armes, seulement de patience. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler avec des mots, sa plus grande peur est de se retrouver face au vide. Parce que le vide n'offre pas de résistance, mais il le désarme. Il ne répond pas, n'explique pas, ne tombe pas dans le jeu. Il laisse simplement l'autre se consumer dans son propre bruit. Le silence mortel n'est pas de la passivité, c'est une décision consciente. C'est comprendre que chaque fois que vous répondez à quelqu'un qui a déjà démontré son instabilité, vous signez une autorisation pour qu'il contrôle à nouveau vos émotions. La plupart des gens ne comprennent pas cela, parce qu'ils pensent que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de montrer que cela ne fait plus mal. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous ne répondez pas, le manipulateur se déstabilise. Son esprit ne supporte pas l'incertitude. Il a besoin d'une réaction pour sentir qu'il a toujours de l'influence sur vous. En ne lui donnant pas cela, vous brisez le circuit de dépendance émotionnelle qu'ils essaient de maintenir. Beaucoup pensent que se taire, c'est se rendre, mais en réalité,
C'est l'une des formes les plus élevées de domination. Le silence est inconfortable pour les faibles car il les oblige à se confronter à eux-mêmes. Il leur laisse de l'espace pour écouter leur propre voix intérieure, celle qu'ils répriment normalement en manipulant les autres. Lorsque vous vous taisez, l'autre est confronté à son vide, à son manque de contrôle, à sa peur de ne pas être important. C'est là que le silence devient un miroir qui leur montre leur propre ego fracturé. Appliquer le silence mortel n'est pas facile. Il nécessite un esprit entraîné et une volonté qui ne cherche pas une validation immédiate. Cela implique d'apprendre à supporter l'inconfort de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas se justifier. Cela signifie avoir confiance en ce que le temps et votre cohérence feront plus de bruit que n'importe quel message impulsif. Chaque fois que vous choisissez de vous taire, vous construisez une image de force. Vous devenez quelqu'un de prévisible seulement pour vous-même, pas pour les autres. Et c'est cela qui déconcerte celui qui essaie de vous manipuler. Le silence n'est pas une vengeance, c'est du self-control. C'est regarder le message, sentir l'impulsion de répondre et pourtant décider de ne pas le faire. Parce que vous comprenez que chaque mot que vous enverrez sera utilisé pour se nourrir de votre énergie. En ne leur donnant pas cette satisfaction, vous les obligez à affronter leur propre vide. Et là, sans dire un seul mot, vous avez déjà gagné. Ils se consument dans l'anxiété de ne pas avoir de réponse pendant que vous grandissez en calme. Pratiquer le silence mortel ne signifie pas être insensible. Cela signifie savoir quand parler et quand se retirer. C'est une tactique d'auto-soin émotionnel. Vous apprenez à choisir vos batailles, à comprendre que tout ne mérite pas votre réaction. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son environnement. Et celui qui maîtrise son environnement n'a plus besoin de prouver son pouvoir, car le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas perdre la paix. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qui vous a fait du mal revient avec un message calculé pour voir si vous y pensez encore, ne répondez pas. Non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous avez compris le jeu. Ne vous abaissez pas à y jouer à nouveau. Le silence sera votre réponse, et dans ce silence se trouvera toute votre force. Parce que le silence ne tue pas le lien, il le démasque. Et lorsque la vérité derrière la manipulation est révélée, le bruit perd son pouvoir. 2. Démonte son ego. Les personnes manipulatrices sont comme des sculpteurs du contrôle. Elles façonnent leurs mots pour qu'ils s'insèrent dans tes émotions, cherchent à sculpter ta réponse exacte. Mais quand tu ne réagis plus, quand ton silence ou ton calme ne correspondent pas à leur moule, leur œuvre se fissure. Leur ego, qui semblait si solide, commence à s'effondrer. Car leur pouvoir ne réside pas dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elles parviennent à provoquer. Et quand elles n'y parviennent plus, elles perdent le contrôle. Elles se fragmentent de l'intérieur. Démonter l'ego du manipulateur ne se fait pas avec des cris ou des explications, mais avec sérénité. C'est comme regarder une tempête de l'intérieur sans se laisser mouiller. Le calme les déstabilise, les confond. Ils sont habitués à ce que les autres s'énervent, se justifient ou essaient de les satisfaire. Leur esprit dépend de cette réaction pour se sentir dominant. Mais quand tu leur donnes de la tranquillité au lieu du drame, leur ego reste sans nourriture. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui bougeait pour eux ne bouge plus maintenant. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais d'apprendre à garder son calme quand ils essaient de toucher tes blessures. S'ils t'écrivent après des mois et que tu réponds avec neutralité ou que tu ne réponds pas du tout, tu envoies un message puissant sans rien dire. Tu ne me contrôles plus. Et ce message pèse plus lourd que n'importe quelle réclamation, car c'est un coup direct à l'ego. Le manipulateur vit de la validation des autres. Il n'a pas de centre propre, il a besoin de te voir perturbé pour se sentir important. Quand il n'y arrive plus, ils commencent à se poser des questions. Ils se demandent ce qui a changé. Pourquoi leur présence ne t'affecte plus? Ce doute les désarme. Contrôler tes émotions n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie comprendre que chaque mot que tu prononces dans un moment de manipulation peut être utilisé contre toi. Ils cherchent des failles, cherchent à ouvrir une conversation qui les ramène sur le terrain qu'ils dominent.
Mais si tu leur fermes la porte avec sérénité, si ton énergie reste intacte, leur jeu devient inutile. Le psychologique s'inverse. Il passe de chasseur à confus, de détenir le pouvoir à le perdre sans comprendre comment. Démonter leur ego implique aussi d'éliminer le besoin de t'expliquer. Tu n'as pas à justifier ton silence ou ton calme. Celui qui te respecte vraiment n'a pas besoin que tu te défendes pour ne pas répondre. Les manipulateurs si, car leur ego dépend de ton attention. Chaque explication est une corde qui te rattache au même schéma. C'est pourquoi, coupe le cycle. Laisse le silence et la cohérence parler pour toi. La force ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des limites. Quand tu ne nourris pas l'ego du manipulateur, il se flétrit. D'abord, il essaiera de te provoquer, ensuite il se fera victime et finalement il disparaîtra. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il ne trouve plus de nourriture en toi. Et c'est le point. Ne pas les détruire, mais te libérer du contrôle qu'ils exercent sur toi. Démonter leur ego n'est pas le détruire, c'est arrêter de le soutenir. Le vrai pouvoir est de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Le calme est ton bouclier, l'indifférence est ton épée. Quand tu restes en contrôle, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas manipuler, ta maturité. Il n'y a pas de manipulation possible face à quelqu'un qui se connaît, qui a appris à maîtriser ses impulsions et qui ne cherche plus à être compris par celui qui veut seulement dominer. C'est ainsi qu'on démonte un ego sans dire un mot, avec un esprit ferme, un regard calme et un cœur qui ne cherche plus à convaincre personne de sa valeur. Parce que quand tu y arrives, la manipulation se brise d'elle-même, non pas par confrontation, mais par manque de carburant. 3. Ne réponds pas, gagne. Chaque message qui arrive après un long silence est comme une étincelle tombant sur un terrain que tu as déjà appris à garder sec. Si tu le laisses brûler, tout recommence. Mais si tu l'observes sans bouger, l'étincelle s'éteint d'elle-même. C'est ainsi que fonctionne le contrôle émotionnel. Ne pas réagir, c'est éteindre le feu avant qu'il ne commence. Le manipulateur vit de l'incendie, de tes réponses rapides, de tes impulsions. C'est pourquoi, quand tu ne réponds pas, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Ne pas répondre n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de voir au-delà du moment et de comprendre que cette conversation n'a pas de but. Si quelqu'un s'est éloigné sans explication et revient avec un message décontracté, ce n'est pas par intérêt véritable. Il le fait par curiosité ou par ego. Il veut vérifier si tu es toujours disponible, si son nom a toujours du poids. Si tu réponds, tu lui confirmes que oui. Si tu ne le fais pas, tu lui montres que le cycle est terminé. Tu n'as pas besoin de mots pour clore une histoire. Il suffit de ne pas écrire le prochain chapitre. L'esprit cherche des réponses, veut comprendre pourquoi il revient, ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais ce besoin de comprendre est justement l'hameçon. Chaque fois que tu essaies de déchiffrer ses intentions, tu rentres à nouveau sur son terrain. Ne pas répondre, c'est refuser de jouer à ce jeu. C'est protéger ton énergie et choisir la paix plutôt que l'incertitude. Et ce choix, bien qu'il semble petit, change tout. Parce que la personne qui n'a pas besoin de clore des conversations inutiles montre qu'elle a déjà fermé ce qui comptait vraiment. Sa dépendance émotionnelle. Le silence face à un message n'est pas un vide, c'est de la clarté. C'est une façon de dire « tu n'es plus ma priorité ». Les manipulateurs interprètent ta réponse comme une faiblesse, pas comme une courtoisie. C'est pourquoi l'indifférence est plus efficace que toute explication. Ils n'ont pas besoin de savoir si tu vas bien. Ils ont besoin de savoir si tu penses encore à eux. Et si tu ne réponds pas, tu leur enlèves le pouvoir qu'ils avaient sur toi. Ils se retrouvent à parler à leur propre écho, et cet écho les détruit plus que n'importe quel mot que tu pourrais leur dire. Au début, c'est difficile. L'esprit te crie de répondre, de dire quelque chose, de clore l'affaire. Mais si tu cèdes, tu te retrouves sur le même terrain où tu as été manipulé auparavant. Tu dois apprendre à résister à l'impulsion. Ne pas répondre est un exercice d'autodiscipline, un test de maturité émotionnelle. Cela signifie que ton bien-être vaut plus qu'une conversation sans but. Cela signifie que tu n'es plus disponible pour des jeux mentaux déguisés en affection. Le contrôle émotionnel ne se construit pas au moment où quelqu'un t'écrit, mais dans tout ce que tu fais avant cela.
Il se construit lorsque tu décides de ne pas dépendre de la validation des autres, lorsque tu travailles sur ta paix sans avoir besoin que quelqu'un l'approuve. Alors, lorsque le message arrive, il ne te touche plus. Tu le lis, tu comprends la tentative et tu continues simplement ta journée. Parce que quand ils n'ont plus besoin de ta réaction, ils perdent leur pouvoir sur toi. Gagner n'est pas humilier l'autre, c'est rester calme pendant qu'ils perdent le leur. Ne pas répondre n'est pas du désintérêt, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'il y a des conversations qui cherchent seulement à te ramener dans le passé. Et tu n'y vis plus. Le silence n'est pas une vengeance, c'est un respect pour ton propre progrès. Alors, la prochaine fois que tu recevras ce message, souviens-toi que ta réponse peut rouvrir des blessures ou réaffirmer ta croissance. Si tu choisis le silence, tu choisis ta paix. Et celui qui choisit la paix gagne toujours. Parce que dans ce type de guerre, le véritable vainqueur n'est pas celui qui a le dernier mot, mais celui qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qu'il est déjà libre. 4. Indifférence efficace. Il y a des gens qui n'existent que lorsqu'ils réussissent à obtenir une réaction de votre part. Ils sont comme des acteurs qui ont besoin d'un public pour se sentir vivants. Si vous arrêtez de regarder, leur rôle perd son sens. L'indifférence, c'est éteindre les lumières de la scène et laisser le spectacle se terminer de lui-même. Cela ne nécessite pas d'effort, seulement une décision. Parce que lorsque vous apprenez à ne pas réagir, tout le pouvoir qu'on vous a pris revient à vous. L'indifférence efficace n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous choisissez de ne pas le montrer à ceux qui ne méritent pas de le voir. C'est l'art de maîtriser son visage lorsque le cœur brûle, de garder son calme lorsqu'on vous provoque subtilement. Et bien que cela puisse paraître simple, c'est l'un des tests les plus difficiles à passer, car le manipulateur ne supporte pas que son impact disparaisse. Il a besoin de vous voir perturbé, il a besoin de confirmation qu'il est toujours important. Mais quand il ne l'obtient pas, il commence à s'effondrer. L'indifférence, bien appliquée, a un pouvoir que le manipulateur ne sait pas gérer. Elle le confronte à son insignifiance. Être indifférent, ce n'est pas ignorer, c'est observer à distance. C'est voir comment il essaie de vous provoquer et comprendre que ce fardeau ne vous appartient plus. Chaque tentative de manipulation perd de sa force lorsque vous ne la nourrissez pas. Lorsque vous ne répondez pas avec émotion, lorsque vous ne corrigez pas, lorsque vous n'expliquez pas. L'indifférence est votre bouclier contre le drame, car le drame a besoin de carburant et vous ne le fournissez plus. Au début, cela peut ressembler à un silence forcé, mais avec le temps, cela devient une paix qui n'est plus négociable. L'erreur la plus courante est de confondre l'indifférence avec le désintérêt total. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais de mettre les choses à leur juste place. Si quelqu'un vous a montré qu'il n'apparaît que pour semer la confusion, il ne mérite pas votre attention constante. Apprendre à garder une distance émotionnelle est une forme de respect envers soi-même. Tous les messages ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'énergie. Parfois, la réponse la plus intelligente est simplement de continuer à vivre votre vie. L'indifférence efficace nécessite également une présence. Ce n'est pas disparaître ou bloquer impulsivement, c'est être là mais en paix. Montrez par votre stabilité qu'il n'y a plus rien qui puisse bouger en vous. C'est dire sans mots, tu peux essayer ce que tu veux, tu n'as plus accès à ma paix. Cette attitude désarme toute manipulation, car le manipulateur cherche le chaos. Si vous lui offrez la sérénité, il est désorienté. Il ne peut pas contrôler celui qui ne réagit plus. Pratiquer l'indifférence n'est pas facile, car cela exige de la maturité. Cela exige de ne pas succomber aux provocations déguisées en affection. Cela exige de reconnaître quand quelqu'un vous écrit par intérêt réel et quand il ne cherche que de l'attention. Mais quand vous y parvenez, votre énergie change. Vous devenez quelqu'un d'imprévisible pour les autres, mais profondément stable pour vous-même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous perturber, vous reprogrammez votre esprit pour prioriser la paix sur le besoin de prouver. Vous enseignez à votre système émotionnel que tout ne mérite pas une réponse immédiate. C'est la base de l'autocontrôle.
Avec le temps, les personnes qui essaient de vous manipuler perdent de l'intérêt, car elles ne trouvent pas l'effet qu'elles espéraient. Votre calme devient leur défaite silencieuse. Être indifférent, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui ne construit pas. L'indifférence efficace est une façon de dire « j'ai déjà appris la leçon, je n'ai pas besoin de la répéter ». Et cette leçon fait plus mal que n'importe quelle vengeance, car elle prouve que vous avez grandi sans avoir besoin que l'autre le reconnaisse. Au final, l'indifférence n'est pas l'oubli, c'est la liberté. C'est la décision consciente de ne pas permettre au passé de continuer à dicter votre présent. Lorsque vous y parvenez, tout change. Parce que la vraie victoire n'est pas que l'autre vous manque, c'est que vous n'ayez plus besoin de lui. 5. L'art de ne pas réagir. Il y a des moments où la provocation se présente déguisée en intérêt et chaque mot écrit cherche un seul objectif, te faire réagir. C'est comme un pêcheur qui lance son hameçon dans l'eau en espérant que tu mordes, sans se rendre compte que cette fois tu as appris à nager sans t'approcher du bord. Ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre être emporté par le courant ou rester ferme dans ton propre centre. L'art de ne pas réagir se construit avec discipline. Il s'agit d'entraîner ton esprit à ne pas répondre au premier impulse, à observer avant d'agir. Les personnes manipulatrices connaissent tes émotions. Elles savent exactement quoi dire pour éveiller ta colère, ta culpabilité ou ta nostalgie. Mais quand elles ne parviennent pas à bouger quelque chose en toi, leur pouvoir se dissout. Elles cessent de te comprendre parce que le contrôle leur échappe. Le calme déconcerte ceux qui vivent du chaos. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à une provocation, tu deviens plus fort. Tu enseignes à ton esprit que tout ne mérite pas d'attention. Tu éduques ton ego pour qu'il ne cherche pas l'approbation, même sous forme de combat. Parce que réagir, c'est rester connecté, même si c'est à partir de la colère. Et parfois, le silence fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. C'est une façon de montrer que tu n'es plus disposé à danser au rythme des émotions des autres. Ne pas réagir ne signifie pas avaler ce que tu ressens. Cela signifie le traiter sans le livrer. Respirer, observer, comprendre. Si quelque chose te dérange, ne le réprime pas, mais ne le projette pas non plus sur celui qui cherche à te manipuler. Garde cette énergie pour construire, pas pour te défendre. Chaque fois que tu restes calme, tu transformes la provocation en une occasion de tester ta maîtrise intérieure. C'est là que l'on voit la différence entre celui qui contrôle son esprit et celui qui est contrôlé par lui. L'art de ne pas réagir est aussi une forme de communication. Il dit à l'autre que ses méthodes ne fonctionnent plus, que le jeu est terminé, non parce que tu l'as dit, mais simplement parce que tu ne participes plus. Il n'y a rien de plus déconcertant pour un manipulateur qu'un silence serein. Il est obligé de faire face à la réalité. Il a perdu l'accès à tes émotions. Pratiquer cet art nécessite une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de se taire face à un message, mais de l'appliquer à tout, dispute, critique, provocation. Lorsque tu deviens capable de choisir tes réactions, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Les commentaires, les attitudes, les tentatives de manipulation ne t'affectent plus. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne bouge pas avec le vent des mots. Au final, l'art de ne pas réagir est une forme de liberté. C'est dominer l'esprit avant que l'émotion ne te domine. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de répondre pour avoir raison, ni de te défendre pour maintenir ta valeur. Celui qui maîtrise ses réactions ne devient pas froid, il devient sage. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de gagner la discussion, mais de ne pas permettre à quiconque de te faire perdre ton calme. 6. Le silence qui enseigne. Le silence est comme un miroir propre. Il reflète avec précision qui a réellement le contrôle. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, de te manipuler ou de te récupérer après t'avoir perdu, le silence devient une leçon plus puissante que n'importe quel discours. Parce que quand tu te tais, l'autre n'entend pas tes mots, il se confronte à lui-même. Et dans ce reflet, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Le silence qui enseigne n'est pas une indifférence vide, c'est une décision consciente. C'est choisir le calme quand tu pourrais crier,
c'est décider d'observer quand tu pourrais te justifier. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le temps, car il ne réagit pas sur l'impulsion, mais avec clarté. Et ce calme, si rare, est ce qui désarme le plus celui qui cherche à te contrôler. Rien n'est plus perturbant pour un manipulateur qu'un silence serein, car il le force à regarder ce qu'il évite normalement, son propre vide. Parfois, la leçon la plus dure que tu peux donner à quelqu'un est de ne pas répondre. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu as compris que ton énergie est sacrée. Chaque mot que tu prononces est un échange, un transfert de pouvoir. Et quand tu choisis le silence, tu dis sans dire que tu n'es plus prêt à en donner plus. Que tu as appris à garder tes mots pour celui qui écoute vraiment et non pour celui qui cherche juste à réagir. Le silence enseigne la maturité. Il enseigne que tout ne mérite pas ton attention, que tout ne doit pas être résolu par des explications ou des réclamations. Il enseigne que le contrôle émotionnel ne se démontre pas par des mots sages, mais par la capacité à ne pas tomber dans la provocation. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une tentative de manipulation, tu poses une limite que l'autre comprend, même s'il ne l'admet pas. Les manipulateurs lisent ton silence comme une défaite, mais en réalité, c'est une victoire. Ils ne savent pas que ton calme est une stratégie, une démonstration de maîtrise de toi-même. Le silence est aussi un maître pour toi. Il te force à vivre avec tes émotions sans les décharger, à traiter ce que tu ressens avant de réagir. Dans le silence, tu comprends que tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ta valeur. Tu ne cherches plus d'explications, ni de conclusions, ni d'excuses. Parce que la paix que te donne le fait de rester ferme vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Quand tu apprends cela, tu n'as plus besoin de gagner la conversation parce que tu as gagné quelque chose de plus important, la liberté de ne pas te laisser entraîner. Le silence qui enseigne n'est pas une tactique temporaire, c'est une transformation interne. C'est le résultat de comprendre que ton calme dérange plus que ta colère. Que lorsque tu ne réagis pas, l'autre se désespère, essaie davantage, se contredit. Et pendant qu'il s'agite, tu gardes ton centre. Ce contraste révèle la différence entre celui qui maîtrise son esprit et celui qui est dominé par son ego. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qui a le contrôle. Il suffit de garder ta sérénité. Pratiquer le silence ne signifie pas disparaître. Cela signifie être présent avec une telle force que ton absence de mots pèse plus que n'importe quel argument. Le silence ne crie pas, mais il rend clair ce que tu hésitais auparavant à dire. C'est une leçon silencieuse qui enseigne le respect sans l'imposer. Celui qui le comprend arrête de poursuivre, arrête d'expliquer et commence à vivre avec un but. Le silence qui enseigne devient un signe de maturité émotionnelle, une preuve que tu ne réagis plus à partir de la douleur, mais à partir de la compréhension. Quand quelqu'un essaiera de te manipuler et ne trouvera que ton silence, il comprendra qu'il ne peut plus influencer sur toi. Et toi, en restant calme, tu apprendras que tu n'as pas besoin de démontrer ta force avec des mots. Le véritable pouvoir est invisible et se ressent dans la sérénité de celui qui a appris à se taire quand le bruit n'en vaut pas la peine. 7. Observez-les tomber. Quand quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur vous, son masque commence à se fissurer. C'est comme voir un bâtiment construit sur des mensonges qui, petit à petit, commence à s'effondrer sans que vous ayez à pousser une seule pierre. C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous ne répondez plus aux provocations ni ne participez aux jeux mentaux. Votre silence, votre calme et votre distance deviennent le tremblement de terre qui ébranle leur fausse sécurité. Les observer tomber n'est pas profiter de leur souffrance, c'est contempler la justice naturelle de l'équilibre. Tout manipulateur a besoin d'une scène pour briller, et vous faisiez partie de cette scène. Mais lorsque vous vous retirez, le projecteur s'éteint. Leur ego, habitué à être le centre, ne supporte pas l'obscurité. Ils commencent à se confondre, à essayer différentes stratégies pour reprendre le contrôle. Ils vous écrivent avec douceur, puis avec sarcasme, puis avec victimisation. Ils changent de masque, mais le résultat est le même. Rien ne fonctionne. Parce qu'ils comprennent maintenant que le pouvoir qu'ils croyaient avoir n'était que celui que vous leur donniez. Cette phase est cruciale, car elle met à l'épreuve votre progression.
Vous verrez comment leur discours se contredit, comment ils essaient de réactiver des émotions que vous ne ressentez plus. Et c'est là que vous devez rester ferme, non pas pour humilier, mais pour consolider votre liberté. Ne devenez pas juge, ni vengeur, observez simplement. Celui qui vous a manipulé une fois se noie maintenant dans le même jeu qu'il a créé. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que vous ne le soutenez plus. L'ego d'un manipulateur se nourrit de contrôle et de validation. Lorsqu'il ne les reçoit plus, il désespère. C'est comme un acteur qui se retrouve sans public et commence à crier plus fort en espérant des applaudissements qui n'arrivent jamais. Et vous, au lieu de répondre, choisissez de regarder de loin. Pas avec haine, mais avec clarté. Vous apprenez à comprendre que leur chute n'est pas votre victoire. C'est la conséquence naturelle de votre croissance. Les gens qui se soutiennent sur le contrôle des autres tombent toujours lorsque l'autre retrouve son équilibre. Les observer tomber vous enseigne aussi sur vous-même. Vous vous rendez compte de ce que vous aviez permis, de ce que vous aviez toléré par peur de perdre. Et alors vous comprenez que vous n'avez rien perdu de précieux, vous avez simplement lâché une illusion. Cette distance émotionnelle vous donne une nouvelle vision. Vous voyez les choses sans le filtre de l'attachement. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réponse ni d'excuses, parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Votre maturité devient une leçon silencieuse. Quand vous gardez le contrôle et qu'il s'effondre, ce qui les détruit le plus n'est pas votre silence, mais votre sérénité. Le manipulateur attend la vengeance, attend les cris, attend que vous le confrontiez. Mais quand il trouve la paix, son esprit ne peut pas le supporter. Le message est clair, le jeu est terminé. Non pas parce que quelqu'un l'a gagné, mais parce qu'il n'a plus de sens. Les voir tomber n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice émotionnelle. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des émotions, et maintenant l'équilibre revient. Tout ce que vous avez à faire est de rester ferme, de ne pas succomber aux provocations ni aux tentatives de réconciliation qui ne cherchent qu'à réactiver le contrôle. Celui qui change vraiment n'a pas besoin de le prouver avec des mots, mais avec de la cohérence. Et la plupart ne cherchent pas à changer, seulement à récupérer ce qu'ils ont perdu. Votre attention. Votre indifférence est le miroir qui les confronte. Votre calme est le silence qui les dénude. Les observer tomber n'est pas cruel. C'est la fin naturelle d'une histoire qui se nourrissait du déséquilibre. Maintenant, vous êtes dans votre centre. Et de ce centre, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un pour gagner. Vous n'avez qu'à rester debout pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre ego. 8. Le calme qui détruit. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par la force de tes mots, mais par la stabilité de ton silence. Le calme est comme l'eau. Il peut sembler inoffensif, mais avec le temps, il érode même la pierre la plus dure. Lorsque tu apprends à garder ton calme face à celui qui cherche à te provoquer, tu libères une force que le manipulateur ne peut résister. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que son ego ne peut survivre là où il n'y a pas de chaos. Le calme qui détruit n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est la capacité de rester centré pendant que l'autre essaie de te pousser vers sa tempête. Chaque provocation, chaque message déguisé en intérêt est une vague qui cherche à briser ton équilibre. Mais si tu parviens à rester immobile, si tu décides de ne pas entrer dans son jeu, cette vague se dissout avant de te toucher. Le manipulateur ne comprend pas le calme. Il le confond avec la faiblesse jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas le contrôler. Et c'est là que commence sa chute. Ce calme ne naît pas de l'indifférence, mais de la connaissance. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et tu comprends que personne ne mérite le privilège de perturber ta paix. Lorsqu'on te provoque et que tu choisis la sérénité, tu montres que les vieilles tactiques ne t'affectent plus. La personne qui autrefois te faisait douter se retrouve face à une version de toi qui n'a pas besoin de se défendre. Et c'est ce qui les détruit le plus, voir qu'ils ne parviennent plus à bouger quoi que ce soit en toi. Garder son calme n'est pas facile. L'envie de répondre, d'expliquer, de te justifier est forte. Mais quand tu y résistes, tu découvres quelque chose de plus profond. La tranquillité est une forme de pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle se fait sentir. C'est cette énergie
qui laisse sans voix celui qui espérait te voir perdre le contrôle. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de te provoquer, tu conserves ton équilibre. Et cela les désarme complètement, car leur force dépendait de ta réaction. Le calme qui détruit enseigne aussi. Il montre à l'autre que le temps de la manipulation est terminé. Tu n'as pas à dire « tu ne me contrôles plus ». Tu le démontres par ton comportement. Chaque message ignoré, chaque réponse neutre, chaque pause prolongée est un signe de maturité. Tu es passé de l'action sous l'effet de l'émotion à la réponse consciente. Et cette différence est ce qui sépare celui qui évolue de celui qui répète. Le manipulateur attend toujours un conflit, car c'est là qu'il se sent fort. Mais quand tu le confrontes avec sérénité, il se perd. Il ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui ne discute plus, qui ne se justifie plus, qui ne rentre tout simplement pas dans le jeu. Son esprit cherche le drame qui le nourrissait auparavant, et ne le trouvant pas, il se décompose. C'est le calme qui détruit, celui qui ne blesse pas avec des mots, mais qui annule tout pouvoir sur toi. Être calme ne signifie pas être soumis. Cela signifie avoir tellement de contrôle sur toi-même que rien d'extérieur ne peut te déstabiliser. La véritable force se démontre dans le silence de celui qui n'a pas besoin de gagner, parce qu'il a compris que sa paix vaut plus que toute victoire apparente. Tu ne fais pas de compétition, tu protèges ton esprit. Et dans cette protection se trouve ton triomphe. Le calme qui détruit est le point final du processus. C'est quand tu ne cherches plus la justice, ni les excuses, ni la reconnaissance. Tu continues simplement ton chemin avec sérénité. Parce que tu as compris que le silence, le calme et la cohérence font ce qu'aucune confrontation ne pourrait, montrer à l'autre qu'il a perdu le contrôle pour toujours. Ta paix devient son châtiment, ton équilibre sa défaite. Et toi, sans dire un mot, tu deviens la leçon qu'il n'espérait jamais apprendre et tu dois en tenir compte.